Alors, le principe fondamental, c'est ce qu'on appelle donc, les conditions limites périodiques. Les conditions aux limites périodiques, PBC, consistent à considérer que la boîte de simulation est entourée de répliques identiques d'elle-même dans toutes les directions de l'espace. Voilà. Alors, je vais passer au schéma en bas pour vous expliquer. Voilà. Donc, vous avez la boîte ici, la boîte de simulation. On va prendre une boîte carrée comme celle-ci, elle est en bleu. Et tout ce qui est à côté là, c'est des boîtes qui sont semblables à la boîte centrale, du même type. Et c'est ce qu'on appelle les répliques. Voilà. Alors, je reviens à mon texte. Donc, là, on me dit réplique identique d'elle-même dans toutes les directions de l'espace. Lorsqu'une particule quitte la boîte centrale par une face, une de ces images entre par la face opposée avec la même vitesse. Il faut bien remarquer ici qu'on dit avec la même vitesse. Cela permet de maintenir un nombre constant de particules dans la boîte et de simuler un milieu infini sans parois. Alors, je repasse maintenant à mon schéma. Voilà. Donc, vous avez ici une particule A, une particule B, une particule C dans la boîte centrale. Et on va supposer que cette particule B va sortir, elle va se déplacer, va sortir de la boîte centrale. Ben, elle sera, pour faire la simulation, donc on doit obligatoirement faire rentrer celle-ci en même instant que celle-ci sort de la boîte. Lorsque celle-ci sort de la boîte, l'autre doit être entrée de ce côté-là, côté opposé. Alors, là vous avez l'image de A par exemple, ça c'est les images. Dans toutes les répliques, vous avez les images des particules qui sont dans la boîte centrale. Donc A, B, C, A, B, C, et ainsi de suite. Donc ici c'est l'image de C, elle est là aussi, etc. Et la périodicité, si vous voulez, de notre boîte, c'est le côté de la boîte, c'est L. Donc à chaque L, on a une boîte. Alors là, la règle de l'image minimale, on va voir ça tout à l'heure. Une particule interagit avec la particule réelle ou son image la plus proche dans les boîtes voisines. Donc par exemple ici vous avez A et B. Donc A, A et B. Donc A peut interagir avec celle-ci, comme il peut interagir avec A et ce B là, A ou ce B là, etc. Donc il va interagir soit avec la particule B qui est dans la boîte avec le A, ou bien avec une particule B qui est à l'extérieur de la boîte centrale, c'est-à-dire dans une réplique. Alors, activité 2, compter les images sur la figure des PBC. Combien d'images chaque particule possède-t-elle dans les boîtes voisines? Si la boîte était en 3D cube, donc combien y aurait-il d'images au total? Pourquoi ne représente-t-on pas les images dans les boîtes adjacentes? On descend pour voir. Voilà, donc si nous sommes à 2 dimensions, donc en 2D, avec une grille 3x3 de boîtes, une grille de boîte 3x3, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure en haut. Donc, vous avez dans une boîte, vous avez dans la boîte centrale, vous avez la particule au centre et 8 qui sont autour de cette particule. 8 autres particules qui sont en contact ou bien proches du bord. Alors, chaque particule a 8 images.
Donc en 2 dimensions, vous avez une grille de 3 fois 3 boîtes. Donc vous avez la boîte centrale et 8 boîtes qui l'entourent. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les répliques. Donc vous avez la centrale et 8 voisines. Donc oui, la boîte centrale et 8 boîtes voisines. Et chaque particule a 8 images dans chaque boîte voisine. C'est-à-dire chaque particule aura une image dans une boîte voisine. Donc au total, chaque particule a 8 images parce qu'il y a 8 boîtes voisines. Alors sur la figure, on ne voit pas, par exemple, les images de A à gauche, à droite, au bas. On voit, par exemple, les images de A à droite, en haut, en bas et dans les 4 coins. Donc là, c'est pas dessiné dans notre figure de tout à l'heure, qui est là. Donc là, nous avons dessiné que celle-ci, donc les images de A. Il y a celle-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc il y en a 4. Mais en principe, il y en a 8. Parce que si je prends ces cases-là aussi, ces boîtes-là, 1, 2, 3, 4, dans chaque boîte, il y a une, donc ça fait au total, vous avez 8. Mais ce n'est pas représenté ici pour la clarté, pour avoir une image claire, si vous voulez, pour ne pas embrouiller notre figure, tout simplement. Alors, je descends. Donc là, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc vous avez une image de A à gauche, une à droite, une en haut, une en bas et 4 dans les 4 coins. En 3D, avec un cube central maintenant, c'est pas un carré central. Donc la boîte centrale, c'est un cube. Il est entouré de répliques et on a, à côté de chaque face, il y a un cube. Donc il y a 6 faces, donc vous allez avoir 6 cubes. Donc c'est-à-dire 6 boîtes. Au contact de chaque arête, vous avez un cube aussi qui va toucher cette arête. Donc comme il y a 12 arêtes, vous avez 12 voisins. Donc il y a 12 arêtes, vous allez avoir 12 arêtes, donc on va voir 12 boîtes voisines qui sont en contact avec la boîte centrale, c'est-à-dire le cube central, avec leur arête. Et il y a 8 coins dans un cube, et chaque coin est en contact avec un autre cube, et qui se touchent uniquement par leur coin. Donc vous avez au total 6 dus aux faces, 12 dus aux arêtes et 8 dus aux coins. C'est comme les sommets, si vous voulez, du cube. Donc au total, vous avez 26 images pour chaque particule dans le cube central. Alors, on ne représente que les images dans les boîtes adjacentes, car ce sont les seules qui peuvent interagir avec les particules de la boîte centrale. Donc là, c'est la raison pour laquelle, dans la figure qui était au-dessus, je vais y revenir. Voilà, ici, on n'a pas représenté les particules qui sont ici, là, là et là. Bon, là, nous avons représenté la B pour donner une idée, mais dans les coins, on ne représente pas les particules. Pardon. Pourquoi? Tout simplement parce que l'interaction entre une particule à l'intérieur de la boîte et une particule qui est au coin ici, c'est très loin, donc l'interaction est pratiquement nulle. Donc c'est pour ça qu'on ne le représente pas. Donc là aussi, pour 3 dimensions, on va représenter uniquement les particules qui sont en direct contact, ou plutôt les particules qui sont dans des boîtes en direct contact avec avec la boîte centrale. Alors, une image située 2 boîtes plus loin serait une distance supérieure à L. Si vous avez une boîte centrale, une boîte à côté, donc la distance de la boîte, ou bien le côté de la boîte, c'est L. Donc la deuxième boîte, c'est-à-dire
à partir de la boîte centrale. La deuxième boîte serait à une distance qui est supérieure à L, parce que la boîte qui est entre eux a une distance, ou bien un côté égal à L. Donc elle est à une distance supérieure à L de toute particule centrale, donc hors portée de l'interaction, car RC est inférieur à L sur 2 généralement. RC, c'est le rayon de coupure, ce qu'on appelle le rayon de coupure, c'est-à-dire au-delà de cette distance, l'interaction devient pratiquement nulle et l'énergie potentielle s'annule. Donc si elle s'annule, donc bien sûr les forces vont s'annuler, donc c'est pas la peine de les représenter. De plus, la règle de l'image minimale garantit que l'interaction la plus proche sera toujours dans une boîte adjacente. Alors, la règle de l'image minimale, on va la voir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit que l'interaction se fait soit avec la particule qui est soit entre deux particules qui sont dans la même boîte, soit avec une particule dans la boîte et une particule dans une autre boîte à côté, adjacente. Et l'interaction donc va se faire entre une particule et l'image d'une autre particule. Parce que l'image d'une autre particule est plus proche que l'autre particule, si vous voulez. Donc si je prends A et B par exemple, comme tout à l'heure, je peux être dans des conditions où l'image de B est plus proche de A que B lui-même, ou elle-même, que la particule B elle-même. Donc c'est pour ça on dit que la règle de l'image minimale garantit que l'interaction la plus proche sera toujours dans une boîte adjacente. Alors prenez, ça c'est, comme je l'ai dit à vos collègues, donc j'en passe, donc vous pouvez faire ce genre de TP si vous voulez. Donc prenez une feuille de papier, vous dessinez donc une boîte de dimensions et ensuite vous mettez 4 particules à ces distances-là. Donc à 0,2L, 0,2L, 0,802, etc. Alors, vous dessinez 9 boîtes, la centrale et 8 autour. Et reportez les 4 particules dans chaque boîte. Donc, les particules dans la boîte centrale et leur image. Alors, pour une particule donnée, elle peut interagir avec les images d'une autre particule située dans les 8 boîtes voisines. Donc, si vous prenez la particule A, par exemple, de tout à l'heure, par exemple celle-ci, elle peut interagir, avec les images d'une autre particule située dans les 8 boîtes voisines, c'est-à-dire ce que je viens de vous expliquer tout de suite là. Il faut regarder la distance qui sépare la particule donnée en question et l'autre particule ou ses images. Donc, si une image de l'autre particule est plus proche de la particule donnée, donc la particule donnée va interagir avec l'image et pas avec la particule elle-même, la particule B par exemple elle-même. L'interaction la plus forte se fait lorsque la distance est minimale. Donc sera généralement avec une image située dans la boîte adjacente la plus proche. Donc généralement, l'interaction la plus forte sera avec la particule image qui est dans la boîte adjacente. Pourquoi? Parce que la distance est plus courte, tout simplement. Et plus la distance est courte, plus l'interaction est forte. Alors, vous avez un exemple ici. On vous dit si deux particules sont près du bord droit, leur image dans la boîte de gauche peuvent être plus proches que les particules réelles elles-mêmes. Voilà. De toute façon, c'est tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, on va terminer avec ceci. Donc là, c'est ce que j'ai parlé, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, il ne faut pas imaginer qu'il y a 4 particules. C'est une particule ici et une là. Donc cette particule-là, elle était dans la boîte. Au temps t égale t0, elle était à cette position-là.
elle s'est déplacée, puisqu'elle est au mouvement, elle s'est déplacée, et autant t égale t0 plus delta t, elle a franchi ce bord-là, le bord droit, donc elle est sortie du bord droit. Alors, au même instant, t égale t0 plus delta t, c'est-à-dire au même instant ici, celle-ci sort, l'autre entre. Si vous regardez la distance entre cette particule et le bord droit est la même que entre la particule ici et le bord gauche. Donc cette particule, c'est elle qui a été réintroduite. Donc elle a été introduite dans la boîte centrale. Donc c'est comme si on avait pris cette particule-là et on l'a remise ici. Donc elle a été réintroduite. Là, c'est pour conserver le nombre de particules dans la boîte centrale. Lorsque vous faites votre simulation, il faut que n, le nombre de particules, soit constant. Donc on prend cette astuce, on fait cette astuce-là pour avoir le nombre de particules dans la boîte centrale toujours constant. Et là, je vous rappelle que nous sommes en train de faire de la simulation. Il ne faut pas regarder ça comme réel. Donc, un déplacement de t égale t0 à t égale t0 plus delta t, cette particule va sortir. Donc, il va y avoir réintroduction d'une autre particule qui était dans ce côté-là, dans cette boîte, dans cette réplique gauche. Elle va entrer pour remplacer celle-ci. Et après un instant plus tard, par exemple, t égale t0 plus 2 delta t, donc cette particule-là, elle va bouger et venir ici, par exemple. Donc sa position en temps t égale t0 plus 2 delta t, elle est ici. Donc là, vous avez la boîte centrale, son côté, c'est Lx. Là, parce qu'on va considérer uniquement le déplacement selon x. Donc vous avez Lx ici. La distance, c'est le côté de la boîte. Et la particule qui est sortie, sa distance, elle est comptée à partir du bord gauche. Donc c'est Lx, c'est tout le bord, toute cette distance-là, tout le côté de la paroi, tout le côté de la boîte, Lx, plus la distance qui la sépare du bord droit. La distance qui la sépare du bord droit, c'est x. Donc là, si vous voulez, à partir du bord gauche, cette particule, elle est à Lx plus x. Et lorsqu'on la réintroduit ici, sa position, bien sa coordonnée x, sera égale à x moins Lx. Regardez, x, c'est tout ça. À partir de là, jusque là. Jusque là. C'est là. Donc, à partir du bord gauche, alors, à partir du bord gauche jusque là, nous avons x plus Lx. Quand on réintroduit la particule ici, donc cette particule, elle est à x moins Lx. Regardez, c'est x, toute cette distance, là, x, moins le côté de la boîte, moins Lx. Donc, c'est ça. Donc, on arrive à ce niveau-là. Donc, la nouvelle coordonnée pour ici, c'est x moins Lx. Ici, c'est lorsque la particule s'est déplacée dans ce sens, dans le sens des x positifs. Donc, x est supérieur à Lx. Regardez, x, c'est toute cette distance. Lx, c'est cette distance-là. Donc, si x de cette particule-là est supérieur à Lx, donc on prend le nouveau x de cette particule, c'est x, l'ancien, moins Lx. Donc, c'est tout ça, moins
ça. Donc on arrive à cette distance-là, à cette particule, à la position de cette particule. Si maintenant x est inférieur à 0, ben le 0 il est là. Donc x est inférieur à 0, c'est-à-dire que la particule sort par là. Donc si x est inférieur à 0, la particule réintroduite pour compenser celle qui est sortie là, donc elle va être introduite de ce côté-là. Elle va entrer dans la boîte comme ça, dans ce sens. Elle va être placée quelque part ici. Ben, pour trouver sa coordonnée, bien sa position, donc si x est inférieur à 0, le x nouveau, c'est le x ancien, plus Lx. Le x ancien, il était négatif ici, donc c'est-à-dire ça, plus Lx, donc on ajoute Lx, et on va retrouver la particule ici, à ce niveau-là. Bon, on va faire des exemples par la suite et vous allez mieux comprendre. Donc là, on vous dit que la particule sort à t égale T0 plus delta T à droite et est instantanément, c'est-à-dire en même instant, réintroduite à gauche. En même instant, T égale T0 plus delta T. Puis, elle continue son mouvement vers la droite à T égale T0 plus delta T. Donc, ah oui, elle est là, donc elle a continué son mouvement jusque-là. Voilà, donc ça, je vous ai expliqué ceci. Maintenant, est-ce qu'on va traiter ça maintenant ou pas? Pourquoi doit-elle... Oui, ça fait rien, je vais continuer avec ça. Donc, à vous de réfléchir, on vous dit, pourquoi la réintroduction doit-elle être instantanée? Que se passerait-il si on introduisait un délai? C'est-à-dire si on laisse un laps de temps entre les deux, on ne réintroduit pas la deuxième particule en même instant. On laisse s'écouler un certain temps et ensuite on la réintroduit. Alors, la réintroduction doit être instantanée pour préserver la continuité de la trajectoire et la conservation des grandeurs physiques. Voilà. Donc ça, c'est la cause. C'est plutôt la raison. Alors, si on introduisait un délai, la particule disparaîtrait. Donc, si on ne fait pas les choses au même instant, ben, il y a une particule qui est sortie. Elle n'a pas été remplacée. Donc, ça violerait la conservation du nombre de particules dans la boîte centrale. Vous aurez une particule au moins pendant un certain temps. Donc là, ça va vous gâcher votre simulation aussi. La vitesse serait mal définie pendant ce délai. La vitesse de la particule, si vous voulez, la vitesse de la particule qui est sortie, donc on ne peut pas la connaître parce qu'elle est sortie de la boîte. Celle qui est entrée, elle n'est pas encore entrée, donc on ne connaît pas sa vitesse. Et ça aura un effet donc, sur l'énergie cinétique. Parce que l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv2. Donc, si vous avez n particules, donc ce sera 3n fois 1/2. Bon, ici, c'était selon x tout simplement. Donc, vous avez, donc c'est n fois 1/2 de mvx au carré, par exemple. Alors, le vx au carré, ou plutôt le vix au carré. Alors, la particule i qui n'est pas encore entrée, on ne va pas la comptabiliser dans l'énergie. Donc, on aura une erreur sur l'énergie. Les interactions avec les autres particules seraient interrompues puis rétablies brutalement. Donc, puisqu'elle était encore en dehors de la boîte centrale, donc il n'y avait pas d'interaction avec les autres particules de la boîte centrale. Puis ensuite, on la fait rentrer, donc il y aura un changement brusque. Donc ce changement brusque va créer des discontinuités dans les forces, parce que les forces sont dues aux interactions,
Et ça va aussi vous créer des bizarreries dans votre simulation. Alors, la température et la pression du système fluctueraient de façon non physique. Alors là aussi, la température ou bien la pression, si vous la calculez, surtout la pression, c'est plus clair parce que la pression elle dépend du nombre de particules. Donc si vous avez une particule en moins et pendant un certain temps là, pendant le temps que la particule n'est pas encore rentrée et que l'autre est déjà sorti, pendant ce temps-là, le calcul de la pression est faussé parce qu'il manque une particule. Hein. Et même la température, on peut l'imaginer comme ça, c'est-à-dire que la température est due à l'agitation des particules à l'intérieur de la boîte. Et la température est due à l'agitation des particules à l'intérieur de la boîte. S'il y a une particule en moins dans la boîte, donc elle ne va pas participer à cette température. Hein. Alors, on vous dit l'instantanéité garantit que du point de vue de la boîte centrale, la particule n'a jamais quitté le système, elle est simplement téléportée d'un bord à l'autre au même instant. Donc, vous voyez, c'est comme si votre particule qui est sortie, c'est comme si elle n'a jamais quitté le système. Parce qu'au même instant qu'elle sort, on la fait rentrer de l'autre côté. Elle sort par la droite, on la fait rentrer par la gauche. Elle sort par la gauche, on la fait rentrer par la droite. Donc, il faut qu'il y ait une continuité dans ce phénomène-là, dans ce problème-là. Il faut qu'il y ait une continuité pour ne pas brouiller, si vous voulez, la simulation à l'intérieur de notre boîte. Voilà, donc vous avez ici un essai, enfin un exercice si vous voulez. Alors, prenez une particule à la position x égale 7 dans une boîte de longueur L égale 10. Donc la position de départ, position de départ quand la particule était dans la boîte. Son x est égal à 7. Et la longueur de la boîte, ou bien le côté de la boîte, il vaut 10. Bon, en unité arbitraire, je ne dis pas que c'est des centimètres ou des nanomètres ou quelque chose comme ça. Hein, c'est une unité arbitraire. Donc x est égal à 7 et L égale 10. Donc si on applique les déplacements, on détermine sa position après application des PBC. Delta x, c'est-à-dire le delta x, le x là, la particule qui était à x égale 7, elle s'est déplacée de 4 unités. Donc, c'est-à-dire que 7 plus 4, ça fait 11. Dans un deuxième cas, elle se déplace de 8. Dans un troisième cas, elle se déplace de moins 3. C'est-à-dire là, elle sort par la gauche. Hein. Delta x, quatrième cas, elle sort par la gauche de 12 unités, donc moins 12. Alors, on va essayer de trouver une nouvelle position de la particule qu'on va réintroduire. Position initiale, x0 égale 7, L égale 10. Alors, l'algorithme, si vous voulez, c'est que x nu de la nouvelle position de la particule, c'est son ancienne position plus le déplacement, delta x. Ensuite, si x nu est supérieur à ou égal à L, on met x nu égale x nu moins L. C'est-à-dire la nouvelle position de la particule qui est réintroduite, c'est la nouvelle position, donc calculée avec ça, moins la distance grand L. Maintenant, si le x nu est négatif, donc le x nu de la particule réintroduite, c'est le x nu calculé à partir de là, plus la distance L. Alors, le delta x égale plus 4. Donc le x nu, c'est là, donc c'est x plus delta x. Donc 7 plus 4, c'est 11. 11, c'est supérieur à L, donc supérieur à 10. Donc le x final de la particule réintroduite,
serait 11 moins 10 égale 1. Donc la particule finale serait à une unité du bord gauche, parce que la particule est sortie du bord droit. Le x est positif, le delta x est positif. Là, le delta x égale à plus 8. Donc, comme tout à l'heure, donc 7 plus 8, ça fait 15, c'est supérieur à 10. Donc, le x final, c'est x moins L. Donc, c'est 15 moins 10, c'est 5. Donc là, la position de la particule, elle est à 5 unités du bord gauche. Dans le sens positif, bien sûr, des x. Alors maintenant, si on prend delta x égale moins 3, donc x nu, 7 moins 3, ça fait 4. Donc elle est à l'intérieur, ici, elle n'est pas supérieure à L. Donc ça veut dire qu'elle est à l'intérieur de l'intervalle 0,10. Donc son x final, et c'est ce qu'on a trouvé, donc c'est 4. Donc elle est à 4 unités du bord gauche. Si maintenant delta x égale moins 12, pardon. Donc le x nu, c'est 7 moins 12, moins 5, donc c'est inférieur à 0. Là, nous sommes dans le cas où x nu est inférieur à 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? X nu égale x nu plus L. Donc le x final de la particule réintroduite sera le moins 5, c'est-à-dire le x nu, plus L, plus la distance L, ça fait 10, donc ça fait 5. Donc ça veut dire que la particule réintroduite sera à une distance égale à plus 5 du côté gauche. Parce qu'on prend toujours l'origine sur le côté gauche. Alors, vérification avec la formule générale, x final égale x plus delta x modulo L. Donc là, comme je vous ai dit, quand j'ai dit aux collègues, donc j'ai pas encore regardé, je crois que c'est la différence. Quand vous faites la différence entre x plus delta x et L, où le modulo donne le résultat dans 0L. Quand j'ai dit à vos collègues, donc je vais revoir ça. Je n'ai pas eu le temps de la revoir pour vous expliquer ça. Exemple de 1. Alors, déplacement d'une particule en une dimension. Considérant une boîte 1D, une dimension, de longueur L égale 10 unités. Une particule se trouve initialement à x égale 8, donc c'est là. Elle effectue un déplacement delta x égale plus 5, donc elle passe à x égale 13. Et là. Donc là, vous avez votre particule qui est à la position 8, elle s'est déplacée à la position x égale 13. Donc elle est sortie de la boîte. Parce que la boîte, le 0 il est là, la boîte elle est à 10 unités. Alors le x nu, c'est le x plus delta x moins L, parce que le x est positif. Là. Il est supérieur à L, pardon. Il est supérieur à L, donc le x, c'est le x nu, c'est le x plus delta x, qui est égal à 13, moins L fois x plus delta x sur L. Donc c'est ça la formule qu'on va utiliser pour calculer le x nu. Donc la position de départ c'était 8, le déplacement c'était 5, donc 8 plus 5 ça fait 13, moins L fois le x nu, donc 13, le x après déplacement, donc c'est 13, sur L, sur L, là. Donc 13 sur 10. Donc 13 sur 10, ça fait 1,3. Donc 1,3. Donc nous, on va prendre la partie entière. Ces symboles-là, ces deux crochets-là coupés
en haut, si vous voulez, hein, ces deux crochets-là comme ça et comme ça veut dire la valeur entière. Vous prenez la valeur entière de ça. Donc 1,3, la valeur entière, c'est 1. Donc ça fait 10 fois 1. Donc ça fait 13 moins 10 fois 1, ça fait 13 moins 10, ça fait 3. Donc la position de la particule qui est sortie quand elle est réintroduite, en même instant, elle doit la mettre ici, à la position x égale 3, qui est calculée par cette formule. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On continuera dans une prochaine.